Donc, bonjour à toutes, je suis Sabine Massé, l'une des deux chargées de communication de l'Office de tourisme du Pays du Haut-Limousin. Et aujourd'hui, on est réunis pour découvrir les bases de la composition, qui va nous permettre de proposer de belles images. Donc, on y va pour les bases de la compo. Alors, on se rend compte que dans nos activités touristiques, la photo, l'image, tient une place prépondérante. Une photo, on dit, vaut mille mots. Donc, elles sont destinées à la fois à créer de l'émotion, à susciter de l'émotion, à faire rêver, à permettre aux gens de se projeter dans nos hébergements, mais aussi dans un environnement de vacances, à les faire rêver, mais aussi quelque part un petit peu à les rassurer. Donc, plus de 80% des vacanciers choisissent leur future location en fonction de la photo d'accroche et des autres photos de l'annonce. C'est-à-dire qu'on a beau écrire un texte hyper précis, un texte super séducteur, finalement, si on a des photos toutes pourries, on ne vendra pas forcément bien. Donc, cette source-là, c'est Abritel, l'un des géants de la location de gîtes, de meublés, etc. Pour Le Bon Coin, une annonce avec photo est 7 fois plus consultée qu'une annonce sans photo. Donc, c'est dire l'importance vraiment de la photographie dans nos métiers et dans nos activités, dans vos activités encore un peu plus. Donc, aujourd'hui, on va parler de la composition. La composition, c'est quoi? C'est la façon dont on organise les différents éléments dans une photo, que ce soit les formes, les lignes, les plans. Une photo bien composée est une photo où ces éléments sont équilibrés, où finalement se dégage une certaine harmonie. Il faut savoir que depuis qu'on est petit, nos cerveaux… Je vous entends complètement haché. C'est vrai? Et vous, C'est Anne-Rose, vous complètement m'entendez haché. bien? Alors, je vais peut-être supprimer la caméra, Moi, peut-être que ça sera moi, meilleur. moi, très bien. Donc, c'est la caméra, Elisabeth, qui doit perturber. Ça va mieux, Elisabeth? J'ai supprimé caméra et micro et je reprendrai mon micro quand j'aurai besoin de parler. Nickel. Et ça va mieux Voilà. quand vous avez supprimé Eh ben, caméra et micro? c'est déjà mieux avec la caméra. Ok. Sans la caméra, c'est l'un ou l'autre chez nous, c'est vrai, j'avais oublié. Il faut choisir. Ok. Donc, on disait qu'une photo bien composée est une photo de laquelle se dégage une certaine harmonie entre les différents éléments qui la composent. Il faut savoir que depuis qu'on est enfant, nos cerveaux sont baignés dans la culture de l'image. On est finalement un peu saturé d'images, qui fait que nos yeux et nos cerveaux ont pris certains automatismes, des mécanismes qui leur sont familiers et qui leur permettent de bien lire une image, de la lire correctement, de la comprendre comme il faut. Donc, c'est ces petits mécanismes, ces conforts en fait, qu'on va chercher à reproduire. Nous, dans nos activités, on ne fait pas des photos pour exposer et être avant-gardiste. On fait des photos pour bien vendre nos hébergements et pour rendre justice à notre joli territoire. Donc, on va chercher ce qui va finalement être familier dans la façon de composer, qui va être familier au cerveau et aux yeux des gens qui vont regarder les images et qui vont leur permettre de lire facilement. Un même sujet, avec une composition différente, peut évoquer des lectures, peut donner des lectures complètement différentes aussi. Donc, je vous ai mis une superbe image là de Ondun Ricardsen qui a gagné un prix Géo. Et, Alors, en fait, on n'a pas votre présentation. C'est tout moi. C'est vrai? Vous ne le voyez pas là? Ah non? Moi, j'ai rien en visuel. Alors, moi, j'ai le visuel et j'ai toujours le côté assez haché. Alors, si l'une a le visuel, c'est quand même un peu bizarre. Alors, où est-ce que je… Maintenant, j'ai plus que vous. Hein. Et là, vous avez le visuel de nouveau. Ah voilà, ça y est, j'ai le visuel, moi. Moi, j'ai pas le visuel. Pourquoi je l'ai pas? Là, c'est curieux. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est toujours moins sympa pour vous. Là, je vous vois. Là, je vous vois, vous. Et vous ne voyez pas le visuel avec le… Non. Non. Vous le voyez, vous, Elisabeth? Alors, moi, j'ai pas de caméra. Moi, j'ai le visuel. Moi, je vous vois, vous, à droite de mon écran, et je vois à gauche votre PowerPoint. D'accord. Alors, en tout cas, c'est pas grave, j'entends, donc voilà. Et puis, de toute façon, le PowerPoint, vous allez le recevoir aussi par mail après, hein, en même temps que le lien. D'accord. Voilà, ce sera plus sympa. Bon, bref, vous verrez, la photo est super sympa. Et après, une fois que vous aurez un petit peu écouté, je vais essayer d'adapter. Ah, c'est bon, ça y est. Ça y est? Ouais. Bon, super. Voilà, j'étais pas sur le bon item. Bon, bah parfait. Donc, désolée.
il n'y a pas de souci. Du moment que vous voyez, c'est quand même plus sympa et c'est plus parlant, surtout sur un tuto qui parle de la photo. C'est quand même plus cool de pouvoir… Voilà, c'est ça qui m'a interpellée. Effectivement, bien vu. Donc, effectivement, on voit que cette photo, elle est super harmonieuse. Elle a gagné un prix pour Géo. Et là, vous la regardez, enfin, on peut la regarder d'une façon neutre, mais j'espère qu'à la fin de nos échanges d'aujourd'hui, vous pourrez voir un petit peu les techniques qu'a utilisé l'auteur pour pouvoir la composer proprement. Alors, on va se pencher un peu plus en amont, un peu plus en avant, pardon, sur la composition. Le format paysage ou le format portrait, ça vous va? C'est comme une feuille en fait, hein, comme une feuille A4. Ouais. Le format paysage, il évoque des sensations et des émotions différentes du format portrait. Le format paysage, on va l'utiliser pour évoquer le calme, le ressourcement, la nature, la distance. Et ce format-là, il est plus adapté à la vision humaine et on y est aussi beaucoup plus habitué parce que c'est le format de nos écrans, que ce soit les écrans d'ordinateur, les écrans de télé, les panneaux publicitaires. Notre œil est beaucoup plus habitué au format paysage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser le format portrait. Le format portrait, c'est plutôt un format qu'on peut utiliser sur du sport, des photos de sport, des photos qui évoquent l'action, mais aussi des photos qui évoquent d'une certaine façon la proximité, la chaleur. Une table bien dressée, ce genre de choses. Ça peut bien passer pour ce genre de composition. Il faut savoir aussi que qu'on choisisse le format portrait ou le format paysage, notre cerveau et nos yeux, du coup, fonctionnent avec un principe de lecture en Z, c'est-à-dire qu'il va balayer notre écran en partant du coin en haut à gauche pour aller progressivement vers le coin en bas à droite. Vous le voyez, ce Z? Oui. Alors l'idée, c'est de pouvoir composer nos images en tenant compte de ça. La première des règles qu'on va évoquer, qui est vraiment l'une des règles d'or pour la composition, c'est la règle des tiers et des lignes de force. C'est donc celle que l'on appelle la règle d'or, l'une des plus importantes. Et le principe, c'est que pour bien cadrer une photo, on va toujours chercher à placer le sujet de cette photo sur un point fort de l'image. Donc les règles des tiers, c'est-à-dire qu'on va découper dans le sens de la longueur et dans le sens de la hauteur notre image en 3 parties. La plupart des appareils photo numériques et même les smartphones peuvent afficher cette grille, des règles des tiers, dès la prise de vue, dès le viseur, qui simplifie pas mal les choses pour composer. Vous savez faire ça sur vos téléphones, afficher la grille? J'ai jamais essayé. Il faut Moi, je accéder… n'affiche pas la grille. En fait, parce que de temps en temps, je décale sur mon écran. Mais c'est bien, je vous dirai à la fin, je vous spoil un peu, mais je vous dirai à la fin d'oublier tout ce que je viens de vous dire. En fait, les règles, c'est bien de les comprendre, c'est important de les savoir et de savoir s'en servir. Oui. Donc, c'est aussi important de savoir s'en affranchir pour libérer un peu sa créativité, je vais dire. Ouais. Voilà. Faut pas s'enfermer trop dedans non plus. Mais ceci étant, ça n'enlève rien au fait que notre cerveau est habitué à ça, parce que quand on regarde des films, finalement, en connaissant ces règles-là, quand on regarde des films, quand on regarde des publicités, finalement, la règle des tiers, elle est un peu partout. Et donc, notre cerveau la comprend bien et l'a assimilée, et du coup, une image sera plus facile à lire si elle est basée dessus. OK? Alors là, on a notre petite grille avec nos tiers, et en fait, les points de croisement de ces lignes jaunes sont les points forts de l'image, et ils correspondent finalement à notre lecture en Z, qu'on a évoqué tout à l'heure. Moi, je conseille quand on n'a pas l'habitude d'afficher la grille, mais après, c'est pas au final, quand on est habitué, quand on a entraîné, entre guillemets, son œil, finalement, il n'y a plus besoin de les afficher. Ceci dit, ça peut servir de repère aussi, en sachant qu'il faut placer ces lignes horizontales majeures le long d'un des 2 axes horizontaux. Là, on voit que la ligne d'horizon, elle est hyper droite et elle est placée sur le tiers supérieur. Alors, pourquoi? 2 raisons. La première raison, c'est que cette grille, elle peut nous aider à rendre l'horizon droit. Il n'y a rien de pire sur des photos qu'une ligne d'horizon, encore plus quand il y a de la mer ou un lac, que cette ligne d'horizon est penchée. C'est juste affreux et perturbant. Et d'autre part, là, on voit que le photographe a utilisé les 2 tiers de son image, les 2 tiers du bas, pour caler son paysage et qu'il a laissé le tiers du haut pour le ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un ciel bleu et sans nuages. Donc finalement, autant faire en sorte qu'il ait le moins de place possible et lui laisser seulement un tiers de l'image, ça suffit. Ça serait un super coucher de soleil avec des nuages, de la texture et des contrastes plein le ciel.
peut-être que le photographe aurait mis sa ligne du bas, il aurait calé tout son paysage dessous et il aurait laissé beaucoup plus de place au ciel. Là, en l'occurrence, ciel ennuyeux, ciel pas trop de place, pour moi. Et voilà, vraiment faire attention à l'horizon penché. Quand on est dans les montagnes, ça va très bien, mais au lac de Saint-Pardoux, voilà, le lac, il penche pas. C'est là l'utilité du pied. C'est l'utilité du trépied aussi, ouais, effectivement. Mais après, même à main levée, quand on est vigilant, c'est aussi l'utilité des logiciels post-traitement qui peuvent permettre de redresser ces lignes-là sans aucun souci. Je vous en présenterai quelques-uns rapidement après, des logiciels de traitement gratuits. Ah oui, ça c'est bien, parce que moi j'en avais un avec mon appareil photo et Ouais. en fait, je ne l'ai pas rechargé. Il est trop lent, et puis on a un débit trop long Non, mais aussi. vous allez voir. Mais ouais, j'aimerais bien avoir quelque chose pour retoucher un peu mes photos. Je vais vous donner ce qu'il vous faut, vous verrez. Alors, Merci. il n'y a pas de souci. Donc, sur la règle des tiers, ça marche de la même façon. On a vu comment organiser à peu près un paysage en fonction de ces règles des tiers. Donc, il est évident que pour les paysages, on va choisir plutôt une orientation paysage, une orientation portrait. Et là, par exemple, pour des personnages, il est évident qu'on va essayer de placer plutôt le visage, les têtes, les yeux, quand on fait du portrait, plutôt sur les croisements de ces lignes de force. Ça marche ? Alors, moi, j'ai toujours un son aussi mauvais. Ah mince, j'ai à peu près… Bon, ça fait rien, je le reprendrai en replay. D'accord, ok. Donc, je continue. Si jamais vous m'interrompez quand même, si jamais c'est vraiment inaudible, je ne pourrai pas faire grand-chose, mais je peux essayer de parler peut-être un peu plus doucement. Oui, d'accord. Alors, je vais essayer de parler un peu plus doucement. Quelque chose qui marche bien aussi quand on fait des photos, on a la chance, nous, d'être dans la nature et de pouvoir utiliser des éléments extérieurs pour créer un cadre et de suite attirer le regard différemment vers le sujet principal. Chez nous, les arbres, ça ne manque pas. Et faire un cadre végétal dans sa composition, c'est efficace et original. Et ça marche en général toujours bien. Alors, la composition aussi, pour moi, l'essentiel, quand on regarde une photo, on doit comprendre au premier coup d'œil quel est le sujet. Théoriquement, je n'ai pas besoin de me poser la question quel est le sujet. Est-ce que c'est la fleur? Est-ce que c'est le petit pot à côté de la fleur? Ou est-ce que c'est l'insecte qui est sur la feuille de la fleur? Si je me pose trop de questions, c'est que le sujet, la photo, est mal composée. Donc là, le premier des conseils, c'est se rapprocher du sujet pour remplir le cadre. Donc là, on voit qu'il y a quand même un peu d'espace aussi. C'est pas mal. Remplir le cadre, c'est bien, mais cadrer un petit peu plus large, c'est pas mal aussi parce que ça permet, le ciel dont on va parler, ça permet de pouvoir retravailler et d'avoir un peu plus de place pour retravailler. Souvent, quand on repenche un peu une photo, on peut être coincé si on a cadré trop serré. Le fait de se rapprocher du sujet, ça fonctionne très bien pour les compositions comme celle que je vous ai mise, où il y a beaucoup d'éléments autour du sujet. Finalement, ça permet de recentrer directement et d'aller à l'essentiel. Là, on voit le chien, on voit qu'il est placé sur une ligne de tiers, que le tiers supérieur et le tiers à gauche, le croisement de ces deux lignes arrive pile entre ces deux yeux. Elle est redoutablement efficace. Ça permet aussi de simplifier la composition et d'enlever tout le superflu, tous les éléments qui n'apportent rien à la photo. Par exemple, là, sur cette photo, le photographe aurait pu cadrer plus large. On aurait vu probablement les personnages qui tiennent le chien, les jambes des personnes qui tiennent le chien. Ça n'aurait rien apporté. Et ça, la photo… Alors, je vous dis ça, mais la règle inverse vient juste après. On doit aussi laisser de l'espace, surtout quand on fait une photo où il y a du mouvement. Il faut que le regard puisse imaginer la suite du mouvement. Il ne faut pas non plus étouffer le sujet. Alors en fait, le fait de laisser de l'espace au mouvement et de laisser de l'espace au sujet, ça me fonctionne bien pour montrer la grandeur d'un lieu. Ça fonctionne bien également lorsqu'il y a peu d'éléments dans la composition, comme sur cette photo de taxi à droite, finalement, elle est assez épurée. Et également, quelque chose qui est super important, sur la photo du batteur, le sujet regarde vers la gauche. Il est placé, lui, à droite de la photo. Donc ça, c'est une règle pareille que le cerveau assimile et comprend super bien. Si le sujet regarde dans une direction, on place le sujet dans la direction opposée. Ça fait travailler un petit peu l'imaginaire aussi, ça crée un peu de mystère, on se demande à quoi il pense. Pour un sujet
on laisse toujours de l'espace dans le sens du mouvement. Comme cette voiture, ce taxi va vers la droite, finalement, il a beaucoup de place sur la droite. Ça permet d'imaginer la suite du mouvement. Et le cerveau comprend très bien ce genre de choses aussi. Alors, facile à dire, mais après, un peu moins facile à mettre en évidence. Une autre des règles, pareil, les règles tacites, et celle-là, je ne peux pas l'expliquer, elle est inexplicable, mais les gens se sentiraient plus à l'aise avec des compositions qui comportent un nombre impair de sujets. Comme cette macro de fleurs avec ces trois boucles, ces 3 spirales, il n'y en aurait que 2, ça fonctionnerait moins bien. Donc cette règle de l'impair, elle fonctionne particulièrement bien avec les fleurs, donc en macro ou en photo proxy, plan très serré. Elle fonctionne très bien avec des groupes de personnes. Si on a tout un groupe de personnes, il vaut peut-être mieux en isoler 3 sur la photo plutôt qu'en avoir 4. Alors parfois, quand c'est impossible, par exemple, je ne sais pas, là il y aurait eu 4 feuilles, on aurait peut-être cherché à faire une symétrie de 2, à essayer de chercher d'autres solutions et de travailler du coup la symétrie et un équilibre comme ça de nombre 2 et 2 de chaque côté, ou 3 et 3, voilà. Le point de vue. Alors le point de vue, c'est aussi la façon dont on dispose les sujets dans l'image. C'est ce qui fera le charme de votre photographie, c'est ce qui fera qu'elle sera différente des autres et qu'elle sera originale. En fait, il faut prendre le temps de choisir l'endroit de la prise de vue, c'est-à-dire ce superbe champ de tulipes. Le photographe aurait pu simplement s'arrêter au bord de la route, se mettre à hauteur d'œil et prendre sa photo. Ça n'aurait pas du tout eu le même rendu. On voit bien que là, il est au ras du sol. Donc il ne faut pas hésiter à choisir soigneusement cet endroit et à varier les points de vue pour obtenir des clichés originaux. Soit à hauteur d'œil, en plongée, de vers le haut vers le bas, en contre-plongée, un peu comme lui, de près, de loin. Alors moi qui suis passionnée de photos, je suis souvent, d'ailleurs ça fait beaucoup rire mes amis, on dit que je suis souvent à des pâquerettes. Et c'est vrai, j'adore me coucher par terre et ça donne des prises de vue complètement originales. Et c'est pas forcément ce qu'on a le plus l'habitude de voir. Et il ne faut pas hésiter à prendre le temps en fait. On est à l'ère du numérique, donc on a tous des appareils photo numériques ou des smartphones qui prennent des photos. On n'a pas de pellicule argentique à acheter qui coûte un bras et à jeter après si on a raté. Là, on a simplement à appuyer sur effacer. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à se tourner de tous les côtés, à essayer de tourner autour de son sujet, le prendre de haut, de bas, à hauteur. Il faut vraiment y aller, vraiment y aller à mon sens. Personnellement, pour avoir une seule bonne photo, il m'est arrivé d'en prendre à hauteur et puis aller en reculant un peu, non? En reculant, en s'avançant, oui, tout à fait, ouais, de près, de loin. Il faut y aller. Pour moi, il faut aller vraiment, faut tout explorer. Il faut faire plein d'essais. On n'a rien à perdre, c'est que du numérique. Hein. Et c'est ça qui permet de voir finalement. Peut-être qu'on va en garder qu'une sur les 150 qu'on aura prises. Mais celle qu'on va garder, elle va être bonne. Mais quand vous êtes à hauteur, moi je me mets aussi à hauteur des personnages. Ouais. Quitte à être à 4 pattes devant les enfants. Oui. Et après, je prends un peu par-dessous pour redonner de la hauteur. En contre-plongée, oui. Oui, parce qu'en fait, ça agrandit. Ouais. Et le fait d'enfants et pas de les prendre à hauteur d'adultes, c'est beaucoup plus intime, je trouve aussi. Et c'est là qu'on capte les expressions un peu plus sur le vif également, plutôt que les expressions photos posées dont ils ont l'habitude et qui sont toujours très crispées. Mais oui, c'est bien déjà, c'est un super bon début en fait. Hein. Ah oui, il y avait autre chose aussi. On a parlé du point de vue. Je reviens un peu en arrière parce il y avait une petite demande particulière d'Elisabeth au sujet du sujet, de laisser de l'espace au mouvement, d'isoler le sujet dans la composition. On en avait parlé avant, vous m'aviez dit la profondeur de champ. Je n'ai pas oublié. Et donc, une des façons d'isoler le sujet aussi, ça va être la profondeur de champ et ça va être de faire en sorte que tout ce qui est autour du sujet, derrière le sujet, soit flou. Et tout ça, on le fait avec le diaphragme, ce qu'on appelle l'ouverture. Donc là, c'est un peu plus technique, on ne va pas y passer franchement super longtemps, mais si je peux déjà expliquer ça avec Elisabeth, ce sera super. Alors, le diaphragme, il permet de régler la quantité de lumière qui va traverser l'objectif de l'appareil. Donc, c'est l'ouverture, le diaphragme, on est d'accord. Mais il va permettre aussi de jouer sur la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est la zone dans laquelle le sujet est. Et c'est dans cette zone, l'œil humain va dire ce sujet est net. Faible profondeur de champ, pas trop net, arrière-plan flou. Et grande profondeur de champ, tout est net, comme sur un paysage par exemple. Et là, j'ai mis des petites captures d'écran de diaphragme
avec ici un diaphragme grand ouvert, un diaphragme moyennement fermé et un diaphragme bien fermé. Je vais aller un peu plus loin, ça va peut-être être plus parlant avec la slide suivante. Donc l'ouverture du diaphragme, quand on est sur un appareil photo numérique, ça s'exprime en F. Elle est comprise entre F1 pour certains appareils, en général 8 ou F2, et ça va jusqu'à F22. Là où c'est un petit peu piégeux, et moi perso j'ai eu du mal à m'y faire, c'est que F1 est considéré comme une grande ouverture, tandis que F22 est plutôt très fermé. OK? Et je vous ai mis en dessous ces petites captures d'écran avec, comment ça s'appelle ça, les Muscaris, avec un diaphragme grand ouvert, qui devait être ouvert peut-être à 2,8, ici, là, sur la gauche, et où on voit que l'arrière-plan est complètement flou et que le sujet est bien isolé. Et ici, un diaphragme plutôt fermé, où du coup, l'arrière-plan qui est affreux apparaît beaucoup mieux. OK? Et là, sur la droite, on voit un diaphragme ouvert à 2,8. On voit bien qu'il y a beaucoup de lumière qui passe. C'est ce qui va permettre de faire tout ce flou derrière, là, l'arrière-plan. Et ici, F16 bien fermé, et ben, on va avoir un arrière-plan plutôt détaillé. Ça va, Elisabeth? Oui, tout à fait, tout à fait. C'était ça la question qui avait été posée. C'est ça, et avec la vitesse. Ouais. Alors, Quand on joue sur la vitesse, on joue sur la profondeur de champ aussi. La vitesse, pour moi, c'est la durée d'exposition plutôt. Oui, tout à fait. Voilà. En fait, ce PowerPoint-là, on va peut-être pas trop parler de vitesse, ouverture et sensibilité. Pour moi, c'est plutôt la lumière et moins la profondeur de champ, la vitesse. D'accord. Ouais, c'est vraiment pour les pauses longues, OK. Je vais vous envoyer cet autre PowerPoint-là, mais peut-être rien qu'à vous, parce qu'il y a des vidéos qui sont super intéressantes. Et ah ben, je veux bien, oui. Il est peut-être pour les plus avancés que les bases de la compo. OK? D'accord, merci beaucoup. De rien, il faut que j'y pense. Hein. Si jamais j'oublie, tu me rappelles. Oui. Alors, autre règle importante quand on parle de photos, on photographie, à mon sens, pas n'importe quand, c'est-à-dire l'été entre, on va dire, 11h et 16h, c'est pas la peine. On va avoir une lumière affreuse, trop de lumière en fait, en plein été. On photographie plutôt peu de temps après le lever du soleil ou encore peu de temps avant le coucher du soleil. On a des ombres rasantes, des ombres longues. Et du coup, je vais vous montrer la différence entre ce qu'on appelle une lumière douce ou une lumière dure, qui en a un rendu complètement différent. Vous voyez ici la capture d'écran que je vous donne? L'ombre douce, la lumière douce qu'on a ici, on a peu d'ombre, elle est diffuse. Alors que quand on a une lumière dure, comme sur la photo du dessous, les ombres sont très marquées. Et ce petit test-là permet justement de voir comment est la lumière. Il suffit de placer l'index au-dessus de la paume de la main. Si l'ombre est diffuse et qu'on la voit peu, c'est une lumière douce, tandis que si elle est marquée, c'est une lumière dure. Les lumières dures sont quand même un peu plus difficiles à travailler, notamment quand on a des personnages. Ça crée souvent des ombres, des contrastes qui sont pas forcément, qui peuvent être pas forcément heureux, à moins qu'ils soient vraiment résolument un parti pris. Donc, on essaie de choisir son moment et on essaie aussi de s'approcher plutôt que de zoomer à outrance. Le zoom, ça peut créer des flous. C'est pas évident forcément à retravailler derrière. En fait, on gagne en qualité d'image en s'approchant plutôt qu'en zoomant à outrance. D'accord? Alors, le format des photos, c'est également ce qui peut vous intéresser parce que vous faites des photos peut-être pour imprimer des brochures et peut-être aussi pour publier sur le web, et c'est des besoins complètement différents. Pour du print, donc pour de la brochure, on va avoir besoin d'une résolution en 300 dpi, comme vous voyez ici, avec l'œil qui est très détaillé. Tandis que pour le web, on peut avoir des résolutions un peu inférieures, en général autour de 72 dpi. Donc là, j'ai vraiment grossi le trait pour que vous puissiez voir la différence. Mais grosso modo, ces valeurs-là, c'est les valeurs qui vont vous servir après pour éditer vos photos. Quelques conseils qui sont un peu différents et qui digressent un peu de la composition, mais en fait, j'ai essayé de me pencher sur les besoins que vous pourriez avoir, à savoir faire des photos d'intérieur de vos hébergements et faire des photos d'extérieur. Pour ce qui est des photos d'intérieur, il faut veiller à ce que les lieux soient lumineux. Donc, on va ouvrir les rideaux. Si besoin, on va allumer les lumières.
Alors, un petit truc aussi pour éviter que les photos soient très exposées, donc qu'il y ait beaucoup trop de lumière dans les intérieurs, on peut tendre à l'extérieur un voile d'hivernage pour les plantes, tout simplement, qu'on va appliquer sur l'extérieur de la fenêtre et il va ainsi faire une lumière un peu plus douce, un peu plus diffuse. C'est un petit truc à 2 €, mais ça marche super bien. On va mettre l'accent beaucoup aussi sur les spécificités. Si on a une super salle de bain, ben on va prendre des photos de cette salle de bain. Si on a une belle piscine, on va prendre aussi des photos de cette piscine. Il ne faut pas oublier ce genre de choses. Après, on va également mettre en scène pour attirer. On va mettre des fleurs sur les meubles, on va mettre la table pour le petit déjeuner et puis on va ranger aussi. On va essayer d'éviter de laisser la boîte de l'appareil photo sur la table au moment où on prend la photo. Pour ce qui est des photos d'extérieur, on évite aussi les contre-jours. Ce n'est pas forcément une situation évidente, c'est se mettre en danger pour pas grand-chose. On va attendre la bonne saison. Moi, j'aime bien les printemps et automne. Automne, c'est un peu moins évident, mais fin d'été et printemps, c'est très bien. Les lumières sont sympas. On a des feuilles aux arbres. On a souvent des jardins qui sont fleuris. Et à propos des jardins et des espaces dehors, on va essayer de les animer. On va y mettre de la vie. On va mettre le salon de jardin. On va disposer des verres sur la table. On va essayer de faire en sorte que les gens, finalement, en voyant les photos, puissent se projeter dans nos hébergements. Ensuite, les fameux logiciels de retouche gratuits. On a Pixlr, que je peux vous montrer, qui est assez sympa. On a Photor, que j'utilise moins. Et pour les plus avertis, ceux qui ont l'habitude… Attends, Victor. Voilà, c'est mon fils qui n'arrive pas à fermer la fenêtre. Désolée. Et donc, pour les plus avertis, on a celui que j'ai donné là en dernier, Darktable, qui est quand même un peu plus semblable à Lightroom. Pour ceux et celles qui utilisent Lightroom, c'est une version open source, donc gratuite, d'un logiciel un peu comme Lightroom. Alors, je vous montre. Victor, c'est pas grave si la fenêtre est ouverte. Alors, je voulais vous montrer un peu Pixlr. Je suis au travail. Laisse comme ça, voilà. Non, c'est pas là. Alors, voilà. Voilà Pixlr. On a la version avancée avec tout plein d'outils ou la version un peu plus simplifiée. Alors, excusez-moi. Allez-y. Je vais fermer la fenêtre. Oui, oui, allez-y, on comprend. Avant d'avoir une crise. Voilà. Donc là, j'ai ouvert Pixlr. Vous voyez toujours sur mon écran? Oui, tout à fait. Alors, ici, j'ai OpenImage. Donc, je vais aller lui demander d'aller chercher une de mes photos. Bah, tiens, celle-là, voilà, ce sera très bien. Hop. Il me demande la taille et il me dit aussi qu'il peut redimensionner mes photos ici. Donc, moi, je lui demandais Ultra HD et hop là. Et là, j'ai tout un tas de choses pour éditer mes photos. Vous voyez? Je peux recadrer, je peux rogner, je peux jouer sur l'éclairage, etc. Enfin, il y a tout un tas de trucs en fait. Je peux éditer avec les transformations, changer le sens horizontal. Je l'ai verrouillé, mais bon. Voilà, j'ai tout un tas de choses qui sont assez sympas pour travailler mon image, par exemple. Des pipettes et tout ça. C'est un peu comme finalement, c'est un peu comme un petit Lightroom avec moins de fonctionnalités, mais qui reste quand même assez sympa. C'est comme Photoshop en fait. En plus simple, vous n'aurez pas toutes les versions de Photoshop, mais ça vous permettra quand même de travailler de façon assez poussive quand même sur vos photos. Alors là, je ne sais plus lequel j'avais pris. Pixlr. Mais si j'avais pris la version avancée. Ok. Donc, je voulais vous montrer aussi la version simplifiée parce que finalement, les deux sont assez sympas. Et là, c'est pareil. Voilà, j'ai tout un tas de trucs pour ajuster la vibrance, la saturation, la lumière.
les tons et tout ça. Voilà, la saturation en moins, en plus, pour faire des noirs et blancs, pour faire des traits saturés. Alors, il y a quand même une petite particularité ou un petit conseil, moi, que je peux vous donner. Victor, s'il te plaît. Victor, s'il te plaît. Chut. Pour moi, l'école à la maison, c'est un enfer. Non, je rigole. En fait, pour moi, quand on a besoin de trop tirer sur les curseurs, c'est qu'il y a un problème avec l'image. Donc, évitez, pour ce qui est saturation, surtout saturation, on voit souvent des images très saturées comme ça. Excusez-moi, je vais aller le donner à sa mamie 2 secondes. Allez, viens. Hop. Voilà, excusez-moi. Donc, ce que je vous disais, évitez de trop tirer sur les curseurs. Pareil, les filtres, l'excès, c'est jamais trop bon. Si vous êtes obligé de trop tirer sur les curseurs, c'est qu'il y a un souci. Idem, ça c'est pareil, la netteté, vous voyez, on perd franchement en qualité d'image. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, oui, très bien. Alors, ce qu'on pourrait faire éventuellement, si vous avez besoin, c'est un petit, peut-être pour une prochaine fois, un petit tuto libre sur la prise en main de pixelaire ou d'un logiciel, histoire que tout le monde puisse se dépatouiller avec. Pourquoi pas? Il est charmant, mon fils. Hein, Ça serait une bonne idée. ouais, on peut, parce que c'est facile de le montrer comme ça, mais finalement, c'est pas forcément évident à prendre en main non plus après. Mais on pourrait faire un petit tuto sur un pixelaire. Mais vous voyez, il y a la vignette, il y a tout plein de... Enfin voilà, hein, pour éditer les photos. C'est quelque chose qui s'installe pas sur votre ordi, qui ne vous prendra pas de place. Il suffit simplement de se connecter au site Pixelaire. Et effectivement, on a accès à tout un tas de choses qui sont assez sympas et qui permettent de... Alors, on dit des retouches, c'est simplement aller chercher des choses qui sont présentes dans l'image et les réveiller un petit peu. Ça ne va pas être comme Photoshop où on peut créer, enfin, du moins pas à ma connaissance, pas là-dessus qu'on va pouvoir créer de nouvelles images avec des éléments de plusieurs images, etc. OK? Est-ce que vous avez des questions? Non, pour l'instant. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon? Oui. Eh bien, on a Parfait. fini. Est-ce que ça vous aura été utile? Oui, moi, ça me rappelle mes cours de communication. Donc, Ça fait des Bon, non, non, très, très bien. parfait, parfait. Ça fait des petits rappels. Des petits rappels. Bah oui, Elisabeth, c'est pas. Enfin, oui, là, c'est vraiment les bases de la compo. Pour vous, ouais, c'est un niveau un peu plus avancé. Mais je vais vous envoyer le PowerPoint du niveau plus avancé. Après, si vous avez des questions, des besoins particuliers à ce niveau-là, il ne faut pas hésiter. Je suis à votre disposition après. Comme d'habitude, vous pourrez revoir ce tuto en replay et puis vous allez recevoir également le lien pour vous le regarder après tranquillement et puis le petit PowerPoint également en PDF. OK? OK, parfait. Eh bien, merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec Et plaisir. à très bientôt. Eh bien, à très bientôt. Avec plaisir. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Sabine.